L'épisode 30 est plus particulière. C'est juste entre vous et moi et quelques images d'archives. J'ai besoin de votre aide. Je vous montre des images qui se passent à l'entrepôt Provigo aux alentours de 1986-87. Mais on ne sait pas laquelle. Fait que si vous le savez, nous le dire en privé, ça va être très apprécié. Puis il y a d'autres images qui vont se rajouter à ça, dont quelques-unes dans le coin de l'Abitibi. Bonne nuit. Avec un chien, 3 enfants, un Dodge Ravillon SE et puis une Toyota Tercel 84 avec 42 000 km, blanche avec une petite terre de rouge sur le bord. Il est plus fini en avant, il devait être en ligne, il était chez Speedomoto, ils ont dit que c'était plus garanti, pas de problème. Mais il y avait, tu sais, c'est comme, un peu comme tout le monde là, se donne le mot pour dire que les maisons, il faut que ça soit pareil. Puis, il y a maintenant des standards, tu sais, comme mon frère, il y a une superbe maison sur le bord de l'eau. Puis il y a une femme qui fait le ménage. C'est venu au monde à Washington, ça peut surprendre. Mais les Québécois ont adopté beaucoup de ces formules américaines. Autrefois, les réunions d'hommes d'affaires au Québec, c'était d'abord, entre guillemets, l'élite qui se réunissait, puis qui se regardait le nombril. Depuis, je dirais peut-être 68, 70, c'est devenu plus des réunions de remue-ménage. Où on a revisé les situations et où les hommes d'affaires ne pensent pas seulement qu'à leur entreprise. C'est pas rien que des épiciers en gros qui se réunissent, mais c'est des mailleurs dans l'ensemble avec d'autres commerces, d'autres industries, pour échanger, puis à un moment donné, dire qu'est-ce qu'on peut faire pour la province, et non pas ce que la province peut faire pour nous autres. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la province? Hein? Des occasions comme ça, c'est... Je savais que ça réunit, ça dépend nécessairement toujours, mais quand c'est Mère Teresa ou d'autres, ça peut aller chercher 1500, 2000 hommes et femmes, aujourd'hui, d'affaires, qui se réunissent à 7 heures pour un moment de réflexion, puis entendre un peu une personnalité du monde nous livrer un message. Moi, je trouve ça... Faites-vous une ville, hein? Surtout après 3 mois avec James. Une petite copine qui t'attend? Hein? Ah non, pas cette année. Bon ben, salut. Salut. Et puis, merci beaucoup. Je suis Astor, un robot.
Moi, je peux remettre mon bras, vous pas. Jouez prudemment. Vous jamais pensé pourquoi au bon marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de salle de bain, toujours au plus bas prix. Venez au bon marché. Oui, papa! On termine ça avec des images exceptionnelles qui datent du début des années 80 avec des routiers en Abitibi. Peut-être vous allez reconnaître des gens ou le nom de la compagnie. On regarde ça sur On the Road. C'est des images de l'ONF, l'Office national du film, qui ont été disponibles sur le web. Donc, on regarde ça ensemble. Dans le domaine du camionnage, il faut distinguer deux sortes de camionneurs. Il y a celui qui travaille dans les limites d'une ville et qui prépare le terrain pour le transport de longue distance. Il livre également la marchandise au destinataire. C'est lui que nous voyons à l'œuvre présentement et qui s'est rendu à la mine Noranda. Ce camion sera chargé à la mine et transportera des anodes de cuivre jusqu'à Montréal. Auparavant, cependant, le camionneur de ville fera le transport de la remorque de la cité de Noranda jusqu'à la cité de Roumoin, là où se trouvent les entrepôts. Il laissera la remorque dans le stationnement. Elle sera récupérée tôt le lendemain matin par le routier. Contrairement au camionneur de ville, le routier ne transporte jamais la marchandise jusqu'au client. Il a pour charge de déplacer la remorque d'un entrepôt vers un autre. Roland Tremblay a plus d'une quinzaine d'années d'expérience dans le camionnage. Il est marié, père de 2 enfants et travaille surtout la nuit. Pour les besoins de la cause, il fera avec nous le jour une route qu'il emprunte habituellement la nuit avec 2 autres camionneurs. Son travail débute dès son arrivée dans la cour où est remisé son camion. Il en prend possession et vérifie attentivement l'huile et les pneus, de façon à ce que son véhicule soit en bon état de fonctionner. La veille, il a pris soin de remplir ses réservoirs de carburant. La vérification comme telle se fait, vous avez l'habitude, ça se fait comme... C'est automatique, ça. C'est pareil comme te lever le matin. Demain, j'ai fini sur ma vanne. Je vais checker mes tailleurs, checker mes roues. Après, ça va partir. Vous savez ce que vous emportez tout le temps comme ça? Jamais. Bien rare qu'on sait ce qu'on emporte. Ça peut être du cuivre, ça peut être du sel, de la farine, du sucre, n'importe quoi. Du fer, on ne sait pas. Quand est-ce que vous recevez vos destinations? Vous avez une ligne régulière? La plupart du temps, on a toujours la même ligne. Il y a une gang qui fait du Rouen-Norbay, une gang qui fait du Rouen-Grand-Armour, une gang du Rouen-Montréal. Ça fait que... C'est une routine, ça, hein? Et vous recevez vos ordres le soir avant? Le soir, avant le dispatcher. André, Jean-François Bibeau. Ils appellent chez nous. Tout à l'heure, tu es prêt à partir. Tout à l'heure, tu vas voir ton switch. Tout à l'heure, tu vas attendre décoller de Montréal. On sait tout ça. Je l'ai pas vu mettre d'essence. Est-ce qu'il y en avait déjà dans le camion? Il est plein. Il est plein. Quand est-ce que... On a checké ça hier soir. Fait que là, vous êtes prêt à partir? Là, je pars mon moteur. Je vais le faire réchauffer ça une couple de minutes. Puis je m'en vais m'accrocher. Permettez qu'on vous suive jusqu'à Montréal? Pour vous, vous ne me nuirez pas, c'est correct. Certainement, vous, je permets. Bon voyage. OK, merci. Vous autres aussi. Comment on devient camionneur? Qu'est-ce qui attire les gens à faire ce métier-là? Premièrement, tu rêves ça probablement quand tu es petit. Hein? Moi, j'ai commencé de petit bonhomme, c'est là que ça a commencé. J'ai dit à mon père et à ma mère, on va faire un camionneur, J'avais un de mes beaux-frères qui était camionneur. Et puis je rêvais de ça. Tout jeune? Tout jeune, oui.
Ça, je sais pas de quoi ça peut dépendre. Pour moi, tu as ça dans le sang. Est-ce qu'il y avait des gens chez vous qui étaient déjà camionneurs? Dans mes frères, de parenté? Non, juste un de mes beaux-frères. Fait que, il a commencé à me voyager avec lui en masse, souvent. C'est là qu'il est comme il faut. Ah, c'est comme ça que c'est venu pour vous? Oui. J'ai commencé à chauffer, là. La première fois que j'ai chauffé, j'avais 11 ans. Un camion? Oui. À 11 ans? 11 ans. J'étais debout. Ah, dans le monde stérile. J'étais pas gros à 11 ans. Fait que là, c'était une maladie, ça. C'était une maladie. Une piqûre? Oui. On dirait comme une piqûre de mouche. Oui, surtout aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Oui. Et puis, depuis 1965, je suis rendu pour les grosses compagnies. Oui. J'ai commencé pour Central, pas ça, DCB, puis eux autres. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs camionneurs qui le font, ce travail-là, pour la paye, finalement, pour la rémunération? Ah, c'est pour la paye. La paye, elle est bonne pour les compagnies. C'est parce que tu es protégé, puis tu as une bonne condition de salaire assez, puis des bonnes voitures. Comme ça, c'est pas nécessairement tout le monde qui est dans votre cas, finalement. C'est pas tout le monde qui est camionneur, puis qui est camionneur parce qu'ils adorent faire du camionnage. Non, parce que si tu n'aimes pas ça, oublie ça. Ah oui? Faut que tu aimes ça. Faut aimer ça à mort, autrement dit. Il suffit gain pour ça. Ça fait que, s'il y a une affaire, le seul problème que tu as, tu n'es jamais chez vous. Tu arrives, ta femme, tu arrives le matin, tu te couches, puis tu te relèves le soir, puis tu repasses, salut, puis les enfants pareil. De nuit, ça veut dire que vous partez tôt le soir de Rouyn-Noranda? Non, on part vers Rouyn, 7h30, 8h. Le soir? Quand on est prêt, là, à ces heures-là. Puis pour descendre à Montréal, ça en joue environ 12 heures. Ça, tu t'arrêtes de te rentendre, tu te reposes la vue une couple de fois. Mais c'est quand même un voyage de 12 heures sans arrêt. Ou presque, non. Là, je veux dire, quelques arrêts à l'intérieur de tout ça. Non, mettons que tu arrêterais juste pour prendre un café, quelque chose de même, de lasser. Tu fais ça dans 10 heures, avec un voyage pas trop gros. Régulièrement, vous faites le chiffre qui conduit les camionneurs de Rouyn-Noranda à Grand-Remous. Oui. Et vous revenez à Rouyn-Noranda. On revient à Rouyn. C'est un voyage qui vous prend combien de temps? Ça, c'est de 12 à 14. Il faut que ça y aille bien. Puis l'hiver, mais c'est plus long. L'hiver, il y a de glace, puis la neige, puis il y a un sont pris. Fait que c'est plus dur, t'es plus sur une tension nerveuse. L'hiver, les conditions sont beaucoup plus difficiles. Oui, par la route. Parce que tu sais jamais quand est-ce que tu vas partir sur une dérive, tu sais jamais. Mais vous avez entre les mains un mastodonte, on s'imagine que ça doit coller à la route, ce genre de véhicule. Oui, ça colle, mais quand ça décolle, t'es parti. T'es salut, tu viens tout oublier. C'est pas comme une auto. Une auto, tu cours une chance de la ramener, mais lui, la chance est très rare. Mais sur pavé sec, ça doit aller assez bien. Sur le pavé sec, t'es chez vous. Moi, je suis chez nous. Faut pas être nerveux. Ça, les nerfs, faut t'oublier ça. Faut que tu laisses ça à la maison. Le stress, c'est ça. C'est quelque chose que vous avez à combattre. Est-ce qu'il y a des gens qui abandonnent parce que c'est trop difficile, trop stressant? Oui, oui. Ceux-là ne sont pas capables de faire de la route. C'est mieux qu'ils débarquent pour ça parce qu'ils pourraient se tuer. De blesser d'autres personnes. Ils peuvent avoir une foule de fer. Ça vous prend assez de maîtrise en vous pour rester là. C'est que ça pourrait même être dangereux pour votre vie. Oui. Il faut être confiance en toi. Si tu n'as pas confiance en toi, embarque pas. C'est mieux. Est-ce qu'être camionneur en 1980, c'est la même chose que ce que vous avez vécu au début de votre camionnage en Abitibi-Témiscamingue? En 1980, c'est plus facile pour traverser le parc qu'autrefois. Parce qu'aujourd'hui, l'hiver, ils mettent du sel, le voirie, s'occupe pour le chemin. Anciennement, ils n'avaient pas. Il fallait se servir de nos chaînes, amener des chaînes en cas de besoin de monter les côtes. On perdait beaucoup de temps avec ça. Quand on partait dans ce temps-là, on savait à l'heure qu'on partait, mais tu sais pas à quelle heure que tu arrivais à l'autre bout. C'était pratiquement une aventure à tous les voyages, parce que les voyages ne faisaient jamais de la même manière. Tu frappais toutes sortes de conditions de route, puis les chemins n'étaient pas trop carrossables dans ce temps-là. La gravelle, puis les flats, puis toutes sortes de mancheurs de même. C'était assez difficile. Au prix qu'on est là, à cette heure, c'était différent pas mal. Ça arrivait assez souvent qu'on arrivait le lendemain soir pour prendre le bord sans venir. Oui. Oublier de dormir assez souvent parce que ça donnait pas le temps de dormir trop tôt. Là, parce que ça prenait les 15, 16 puis 17 heures la descente.
Au prix qu'à présent, à cette heure, c'est 8, 9, 10 heures, ça a bien du bon sens. Quand t'es carreau, ça va mieux. Oui. Après que la côte de vieille t'a passé, on Ouais. était heureux. Parce que quand tu partais dans ce temps-là, là, tu pensais à toutes les côtes, parce que les camions qu'il y avait dans ce temps-là, il n'y avait pas le pouvoir qu'ils ont à cette heure. S'il tombait le moindrement une petite affaire de neige ou une affaire de même, ben, tu étais stallé. Il fallait que tu commences à mettre des chaînes, puis graffiner ça jusqu'en haut, puis là, tu ôtes ça, puis revenais, puis... Tu sais, c'était beaucoup plus difficile que c'est à présent. La côte de la vieille, ça, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui l'ont veillé sur Oui. une minute complète. C'est pour ça qu'ils l'ont baptisé de même. Ah oui, Les camions étaient différents, les remorques étaient différentes aussi? Oui, c'était juste des 2 essieux dans ce temps-là, qu'on appelle. Puis les camions, c'était juste des 6 roues. Tu avais des trailers 36 pieds de long, puis des petits trucks à gaz. Hein. Ils ne pouvaient pas mettre les charges aussi pesantes. Mais à comparer aux camions qu'on a à cette heure, les charges étaient l'équivalent de la force, le pouvoir que tu avais pour le traîner pareil. Tu avais des trucks à gaz. Puis les moteurs n'étaient pas gros dans ce temps-là non plus. Avec l'équipement d'aujourd'hui, ça se compare pas. Ah non, aujourd'hui, là, c'est un travail qui est bien normal à faire. Mais dans les premiers temps, c'était pas normal. C'était travaillé. Merci de nous suivre. C'était cet épisode d'un peu vintage. On se reparle très bientôt sur On The Road.